Voilà, oula, c'est peut-être un peu fort. Bonsoir à vous tous. Donc, je suis Arnaud Fleury et je suis ravi d'être parmi vous ce soir dans le cadre de la clôture de Fête de l'International organisée par la CCIP Île-de-France, d'être donc en votre compagnie pour dévoiler, voir de belles histoires avec des hommes et des femmes fortement engagés à l'international, et bien pour dévoiler le 9e palmarès MOSI des PME et des ETI à l'international. Nous récompenserons, nous mettrons en avant, nous féliciterons des femmes, des hommes, des entreprises, des produits, des communications, parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans communication, à travers les différentes catégories donc, que nous allons récompenser. Voilà, très bonne cérémonie, très bon palmarès à vous tous. Et puis, j'appelle tout de suite pour un petit mot d'accueil Jean-Claude Carpelles. Bonsoir Jean-Claude, venez nous rejoindre. Voilà, vice-président de la CCI des Hauts-de-Seine. Et puis, délégué du président de la CCI Paris-Île-de-France, et bien pour tout ce qui est développement international et affaires européennes, au cœur, bien évidemment, de notre sujet ce soir. Merci. Merci. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, cher Vincent Lalue, au nom de Didier Kling, notre président qui est actuellement au Japon, je vous souhaite la bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Je salue les membres des représentations diplomatiques étrangères, les partenaires de l'équipe de France de l'export et bien sûr les nombreux chefs d'entreprise présents ici aujourd'hui. Je dois dire que c'est toujours un plaisir de vous retrouver à l'occasion de cette cérémonie de clôture de Fête de l'International. J'ai bien Fête l'International, c'est un terme que nous avons pris il y a pratiquement maintenant 10 ans, d'expliquer justement qu'il fallait faire l'international et que ce n'était pas forcément une fête. D'ailleurs, cet après-midi constitue le point d'orgue d'une semaine au cours de laquelle, dans les 8 départements de l'Île-de-France, les différentes chambres départementales ont accueilli plusieurs centaines d'entreprises. Je le disais à l'entrée au ministre, nous pensons que c'est de l'ordre de 1500 entreprises qui ont été vues dans les différents départements et qui ont eu des rendez-vous individuels consacrés à l'étude de leurs projets à l'exportation. Je profite de cette occasion pour remercier la quinzaine de CCI des chambres de commerce françaises à l'étranger qui ont missionné un des leurs pour apporter leur expertise payée aux entreprises franciliennes et qui ont donc reçu, tout au long de cette semaine, des entreprises qui souhaitaient avoir des informations sur les pays de leurs compétences. Je pense que c'est un bon exemple de la continuité de l'ensemble des acteurs du commerce extérieur. Et je dois dire que je remercie également tous ceux qui étaient là, Business France et tous les autres partenaires qui étaient chacun dans les différentes chambres pour justement apporter leur concours. Cette semaine de l'international, entièrement dédiée aux TPE et PME, permet de s'informer sur les réglementations, facilités fiscales, aides financières relatives à l'exportation, envisager un développement à l'international ou valider un projet déjà mûri, échanger sur leur expérience avec d'autres entreprises et parfois ébaucher des partenariats. Mais Fête de l'International s'inscrit avant tout dans le travail quotidien des 8 chambres régionales du territoire francilien. Cette organisation départementale nous permet de détecter, connaître et accompagner les TPE et PME au plus près d'être le seul organisme économique présent en proximité dans le parcours de développement des entreprises. Tout au long de l'année, nos conseillers sont sur le terrain en contact avec les entreprises pour les aider à définir puis mettre en œuvre leurs projets à l'international. Ils sont là pour les orienter dans le choix du ou des pays ciblés, dans la mise en place des financements, mais aussi l'adaptation de leurs produits et de leurs pratiques marketing et commerciales aux spécificités locales. Nous ne l'oublions pas, plus un chef d'entreprise est accompagné dans sa démarche d'internationalisation, meilleures sont ses chances de réussite. Nous avons très récemment mené une enquête auprès de 500 entreprises franciliennes accompagnées depuis plusieurs années à l'international par notre chambre ou par les départements. Les résultats démontrent l'efficacité du travail accompli par nos conseillers et sont un encouragement à renforcer nos actions. Quelques chiffres pour l'illustrer. 56% des chefs d'entreprise estiment que l'accompagnement dont ils ont bénéficié a été significatif ou déterminant dans leur développement à l'international.
55% des dirigeants ayant été guidés sur les marchés extérieurs par notre Chambre déclarent une augmentation consécutive de leur chiffre d'affaires à l'export. 54% des chefs d'entreprise ont fait appel à notre Chambre pour identifier des contacts pertinents à l'étranger. 57% d'entre eux disent avoir atteint leur objectif pour un tiers de projets en cours. Pour faire réussir les entreprises, car c'est notre ambition à tous, la Chambre n'agit pas seule. Ces actions s'intègrent dans la chaîne de valeur à l'étranger où interviennent les chambres de commerce françaises à l'international, je l'ai déjà mentionné, Business France, les services économiques des ambassades de France, tous mobilisés pour accompagner et vous accompagner, mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise à travers le monde. Et je dois dire que ce volet, nous sommes en train d'y réfléchir, monsieur le ministre, vous le savez, de façon à arriver à créer cette grande équipe de France à l'international que nous souhaitons tous en respectant, j'allais dire, et en complétant nos compétences. Car c'est en allant à l'export que les entreprises élargissent leurs sources d'approvisionnement, améliorent leur notoriété et bénéficient du développement économique de certaines régions du monde. Il est démontré que les entreprises qui franchissent les frontières vont bien mieux en termes de croissance et de création d'emplois que celles qui restent sur le marché domestique. Nombreuses sont les PME de notre région qui relèvent avec courage et détermination ce défi de l'exportation. Et beaucoup d'entre elles le franchissent pour la première fois avec succès. À nous ensuite de poursuivre et d'amplifier ce mouvement afin que le développement international s'inscrive définitivement dans leur stratégie. C'est cet esprit d'entreprendre international que nous allons maintenant honorer avec le palmarès des PME leaders à l'international du MOSI, qui depuis de nombreuses années est à nos côtés pour cette journée exceptionnelle dont le prix récompense les plus belles réussites. Avant de passer la parole à Vincent Lalu, je souhaite vous informer de la venue en fin d'après-midi de la vice-présidente du Conseil régional qui viendra clôturer cette réunion et vous remercier, Monsieur le ministre, d'être avec nous aujourd'hui pour féliciter toutes les entreprises qui vont être nommées et nominées dans les minutes qui suivent. Merci Jean-Claude Carpellas, on l'applaudit, merci à vous. Vincent Lalus, effectivement, si vous voulez nous rejoindre, donc président du MOSI, pour vous aussi, un petit mot d'accueil. Bonsoir. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, deux nouveautés marquent cette 9e édition du palmarès des PME et ETI à l'international. D'une part, BPI France, représenté ici par son directeur des financements international, Pedro Novo, que je salue, a rejoint le pool des organisateurs de cette compétition annuelle aux côtés de la CCIP et du MOSI. D'autre part, ce renfort précieux nous a permis de faire évoluer le processus de désignation des lauréats en confiant à un jury le soin d'enrichir les critères de sélection pour faire la part belle aux idées, aux stratégies, à la progression des performances et à la personnalité des acteurs. Nous allons ainsi récompenser l'exportateur de l'année, enfin peut-être une exportatrice, avec l'espoir que son exemple suscite des vocations parmi la nouvelle génération d'entrepreneurs. Car au-delà des aides, des dispositifs d'accompagnement, des conseils divers, gagner l'international est affaire d'abord de culture, d'émulation et de solidarité. Mettre en valeur les premiers de la classe, ceux dont le regard est déjà posé au-delà des frontières, est donc un bon moyen d'inciter le reste de la classe à pénétrer ce champ culturel. Je sais cette ambition partagée par tous ceux qui nous accompagnent, dont certains depuis plusieurs années, dans le déroulement de cette manifestation. Je voudrais ici les en remercier en commençant par nos co-organisateurs, la CCI Paris-Île-de-France, bien sûr, et BPI France, et aussi Air France, Crédit Agricole, Business France, qui nous rejoint, DSV, la Caisse d'épargne Île-de-France, Daxer, Amex, Elisfer, Bureau Vandec et DPD. Je vais maintenant céder la parole à M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui nous fait l'honneur de présider cette manifestation.
Bienvenue, monsieur le ministre. Merci à vous, Vincent. Bonsoir, monsieur le ministre, si vous voulez nous rejoindre. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le vice-président, monsieur le président directeur général, mesdames et messieurs, chers amis. Bon, c'est une soirée sympa parce que on va parler de ce qui va bien, des entreprises justement qui réussissent à l'international, qui sont des exemples. Et c'est vrai qu'en matière de commerce extérieur, on pourrait se dire qu'on a besoin de ces bonnes nouvelles, parce que parfois on égrène des chiffres qui ne sont pas forcément des chiffres totalement satisfaisants. Je pense à ceux de la balance commerciale. Mais quelque part, ce ne sont pas nos entreprises exportatrices qui sont en défaut, puisque l'export continue à augmenter et on continue à progresser de ce point de vue-là. Mais on voit bien que si les chiffres sont ce qu'ils sont, c'est aussi parce qu'on a aussi de plus en plus de mal à répondre à notre demande intérieure, qui, lorsqu'elle repart, fait que ce sont également des entreprises venant de l'étranger qui y répondent. Et donc ça veut dire que, eh bien, on a un certain nombre de réformes de fond à faire, à conduire dans le pays. J'y reviendrai dans quelques instants. Mais tout ça pour saluer, en entrée en matière, naturellement, ces journées que vous avez eues, qui ont permis à plus de 1500 entreprises, si je vous crois, Monsieur le Président, eh bien soit de se familiariser, soit de prendre un certain nombre de contacts, d'approfondir leur stratégie vers l'international, et d'autant plus que vous le faites à destination des TPE, PME, ETI, bref, des entreprises dont on a de plus en plus besoin pour aller effectivement conquérir et reconquérir des parts de marché. Alors, bravo à tous celles et ceux qui se sont associés pour faire cette nouvelle édition, la 9e, donc le MOSIC qu'on ne présente plus, organe de référence, la Chambre et puis tous les partenaires dont j'ai la satisfaction de voir que l'écosystème public est présent à travers Business France, naturellement, à travers BPI France que j'aperçois au premier rang. Et c'est bien la moindre des choses parce que nous avons, je dirais, partie liée. Nous devons faire cause commune, que ce soit effectivement les consulaires, les bras armés de l'État, mais également les acteurs privés qui offraient des services pour accompagner les entreprises à l'international. Alors, vous le savez, on a envie d'aller à la victoire en tirant vers le haut le nombre d'entreprises qui osent se lancer à l'aventure, osent se confronter à ce parcours international qui parfois peut être complexe. Nous avons aujourd'hui 125 000 entreprises exportatrices. Notre but, c'est d'aller aux 200 000 parce qu'on voit bien que nos amis italiens, allemands, eux, tournent autour de 300 000 et que, après tout, on pourrait se fixer ces mêmes objectifs. Alors du coup, je pense, pour atteindre ce résultat, il y a deux leviers majeurs. Bon, d'une part, je vous le disais, un certain nombre de réformes profondes que la France avait peut-être pas eu le courage d'affronter depuis plusieurs années. Et moi, vraiment, c'est un grand honneur que d'appartenir à ce gouvernement qui fait tomber quelques tabous. Il y a une loi de finances en ce moment qui est en discussion. Écoutez, la fiscalité du capital, elle a quand même pas mal évolué et sur des éléments qui parfois faisaient débat depuis des décennies et sur lesquels, que ce soit la droite ou la gauche, n'arrivaient pas à prendre de décision. Je pense notamment tout simplement à la suppression de l'ISF. Par ailleurs, pareil, sur le marché du travail, le fait d'avoir pris ces ordonnances qui permettent, je pense, notamment aux TPE et PME d'avoir un certain nombre de souplesse, de facilité, de flexibilité, ne peut que créer un contexte qui soit véritablement favorable et attractif. Et puis maintenant, on s'attaque à la formation professionnelle, à l'apprentissage, là aussi, avec l'idée de faire tomber quelques tabous, parce que ça fait des années, pourtant je ne suis pas bien ancien dans le métier, mais ça fait au moins 15 ans que j'entends toujours les mêmes poncifs sur ce qu'il y a à faire et qu'on n'a pas fait, qu'il y a un moment, il faut s'attaquer à ces chantiers-là. Et donc, sachez que le gouvernement est tout entier mobilisé pour arriver à, là aussi, faire quelques big bang. Donc, en parlant de big bang, voilà, c'est l'autre réforme, l'autre outil peut-être, l'autre levier pour atteindre ces 200 000 entreprises exportatrices, eh bien, c'est peut-être faire un aggiornamento dans notre système de soutien à l'export. Nous sommes
dans la salle un certain nombre à être très mobilisés pour vous accompagner. Naturellement la CCI, naturellement les conseils du commerce extérieur, Business France, la BPI. Bref, nous sommes nombreux, mais il y a un moment, il faut peut-être qu'on soit encore plus coordonnés. Nous travaillons régulièrement ensemble. Je sais que vous accompagnez près de 6000 entreprises chaque année, la Chambre de commerce à l'international, donc c'est considérable. Pour autant, je pense qu'on peut peut-être aller au-delà des simples chartes, conventions qu'on avait signées les uns les autres pour mieux travailler. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ait une matrice très carrée pour qu'en fonction des points de force que sont celles des CCI, celles de Business France, etc., on puisse véritablement offrir une sorte de guichet unique, avoir un suivi également tout au long de l'aventure export à travers un logiciel de CRM. Le CRM dans les boîtes, ça fait 20 ans qu'on est habitué à voir ça. Mais le réflexe n'était peut-être pas existant encore au niveau de l'État, et avoir cette gestion de la relation client, entre guillemets, pour savoir de bout en bout quels sont les besoins qui ont été adressés, comment on y a répondu, et que tous les acteurs puissent y avoir accès d'une façon ou d'une autre, ça ne peut que faciliter les choses. Alors, on est naturellement en phase de réflexion. On se voit très régulièrement avec le président Kling, avec le président Goguet, avec Pascal Cagny et Christophe Lecourtier, qui, vous le savez, sont maintenant le duo de choc que l'État, que le conseil d'administration de Business France a désigné à la tête de l'organisme. Et je ne doute pas que en début d'année prochaine, nous pourrons enfin revenir vers vous avec des décisions, là aussi, qui nécessiteront sûrement du courage, mais je vois que tout le monde là, et qu'on est bien d'accord pour arriver à faire bouger les lignes. Alors, venons-en aussi à l'objet de la soirée, qui est de distinguer, vous disiez, Monsieur le Président du Directeur général, les premiers de classe. Pour nous, l'expression consacrée, c'est les premiers de cordée, depuis une émission il y a quelques semaines, mais c'est très bien de parler des premiers de classe et des premiers de cordée, parce qu'on a besoin d'exemples. On a besoin d'exemples dans la vie pour avancer, et que nul doute que les entreprises qui vont être mises à l'honneur ce soir peuvent aussi faire naître, à travers leur démarche, à travers la distinction qu'elles vont recevoir, en faisant parler, parce que la presse va s'en faire l'écho, parce que ici ou là, eh bien, on va voir pourquoi elles ont été distinguées. Ça peut faire naître cette flamme, cette envie de découvrir cette terra incognita qui est pour un certain nombre d'entreprises l'international. Alors, d'ores et déjà, et avant la proclamation du palmarès, bravo à tous ces lauréats et ces lauréates. C'est vrai que parler de réussite en France, on a parfois du mal. C'est triste parce que pourtant, il y a quand même que ça de vrai pour motiver, avoir une saine émulation. On avait tellement du mal jusqu'à récemment que pour la fac, il ne s'agissait pas de regarder quel était le cursus que vous aviez pour l'adaptation, vous tirez au sort. C'est quand même un système de fou. Bon, on y a mis fin, rassurez-vous. Et donc le fait que on puisse là aussi eh bien, mettre les exemples sur le haut du podium eh bien, est une très belle démarche. Et nul doute que nous allons aussi, du côté de l'État, regarder quelles ont été les recettes de succès de ces entreprises pour peut-être eh bien, trouver des modalités qui permettent d'accompagner le mieux possible les autres PME, les autres ETI, pour que là aussi leur succès fasse le succès de la France en général. Tout ça pour vous dire que je crois qu'on est tous tendus vers le même objectif, effectivement faire réussir nos entrepreneurs, faire réussir nos entreprises, tout simplement parce que c'est pas un gros mot, c'est juste que ça permet derrière eh bien, de créer de l'emploi. On l'a vu, ça a été dit, les entreprises qui sont présentes à l'international structurellement créent, je crois, de l'ordre de 20 à 25% de plus d'emplois que celles qui sont uniquement sur le marché national, et qu'on est, je dirais, en 2017... la France n'est pas une île, on est pleinement projeté dans la mondialisation et notre tâche, c'est aussi de vous créer des opportunités, par exemple à travers un certain nombre d'accords que nous défendons à travers l'Union européenne. Et je vous parlais par exemple d'un sujet d'actualité qui est ce fameux accord entre l'Union européenne et le Canada, ce fameux CETA qui fait couler de l'encre, sur lequel bien des populistes surfent. Emparez-vous de ce type d'outils parce que nous avons de nouveaux débouchés qui se créent, que ce soit dans les services, que ce soit dans un certain nombre de filières d'excellence que sont les vins et spiritueux, que sont des industries agroalimentaires. Et donc ces accords resteront des tigres de papier si, à l'échelon régional, on n'arrive pas à mieux faire prendre conscience aux TPE-PME
des secteurs qui s'ouvrent, des pays qui s'ouvrent. Et donc, un grand merci à la CCI qui, je le sais, fait cet effort de pédagogie, permet de mieux faire comprendre tout le potentiel qui existe à l'international et qui donc bâtit les succès de demain. Belle soirée à toutes et à tous. Et puis, sachez que nous sommes au ministère des Affaires étrangères à votre entière disposition pour faire en sorte que cette équipe de France que vous incarnez toutes et tous, nous puissions l'emmener au succès. Je vous remercie. Voilà, merci à vous, Monsieur le Ministre, et donc ce beau plaidoyer pour la diplomatie économique, donc pour faire gagner nos entreprises. Vous l'avez dit, premier de classe, premier de cordée, tout au début, ces entreprises qui vont bien. Eh bien, effectivement, nous allons distinguer 8 entreprises qui ont, à travers des parcours originaux, différents, dans les 4 coins de la France, su porter l'étendard de la performance économique, donc aux 4 coins du monde. Nous allons démarrer avec la première catégorie, le prix exportateur de l'année, qui va récompenser une trajectoire, un engagement, une implication d'une personnalité qui a su sur le long terme développer une stratégie gagnante à l'international. Pour remettre ce premier prix, le prix exportateur de l'année, j'appelle Manuel Flao, venez me rejoindre. Voilà, je vous ai vu tout à l'heure. Bonsoir Manuel, directeur vente entreprise chez Air France KLM France. Venez me rejoindre. Vous avez un micro ici. Prenez un micro si vous voulez bien. Allez, on va entrer dans le vif du sujet. 1 ou 2 questions. À chaque fois, je poserai 1 ou 2 questions aux remettants. Et puis après, le lauréat sera dévoilé et viendra nous rejoindre. Alors, mon cher Manuel, peut-être un petit mot. Normalement, ça marche, n'y touchez pas. Que représente aujourd'hui le trafic aérien affaires chez Air France KLM et comment se comporte-t-il dans un contexte de reprise plus que marqué aujourd'hui, finalement, en Europe? Alors. Bonjour à tous. Donc, évidemment, de par votre métier, le trafic représenté par les entreprises qui se développent à l'international est au cœur de notre activité. Oui. Il se trouve que cette année est plutôt assez bonne. On sent vraiment un vrai dynamisme. Aujourd'hui, à peu près 60% de notre activité vient justement de ces entreprises qui se développent à l'international. Et ce qui est intéressant, c'est que les PME représentent à peu près un tiers de cette activité. Qui plus est, on sent ce dynamisme puisqu'on est aujourd'hui sur des croissances de 2 chiffres. Des croissances de 2 chiffres. Alors, vous avez depuis quelques années désormais une offre qui s'appelle Bluebees, c'est ça, qui va à la fois, une offre dédiée à la fois vers les PME, mais aussi jusqu'aux grands groupes qui sont multimarchés. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot? Voilà, on a aujourd'hui à peu près 25 000 Bluebees actifs sur le marché français. C'est très simple, c'est un produit de fidélisation qui permet à chaque entreprise, lorsqu'un de ses collaborateurs voyage, de cumuler des points qu'elle peut transformer ensuite en billets d'avion, en surclassement, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement ces points se cumulent avec les miles Flame Blue qui sont cumulés, qui sont acquis au niveau individuel. Alors, pour conclure, un petit mot quand même sur l'actualité, les ouvertures de lignes. Vous avez vu qu'aujourd'hui, c'était le grand jour pour Joon, c'est ça, l'ai-je bien prononcé? Donc la nouvelle compagnie aérienne sur un créneau original Millennium d'Air France. Donc c'était Paris-Barcelone aujourd'hui. Bref, une actualité marquée et des ouvertures de lignes cette année. Oui, alors effectivement, c'est un jour un peu spécial pour nous avec la naissance de notre petite sœur. Donc premier vol sur Barcelone ce matin à 7h du matin, tout s'est bien passé. Et effectivement, ça illustre un petit peu la stratégie offensive dans laquelle s'inscrit Air France KLM désormais, de reconquête de parts de marché. Avec Joon, donc qui naît et qui va avoir donc aujourd'hui sur le moyen courrier, c'est Lisbonne, Porto, Barcelone, Berlin, Rome, Naples, Istanbul demain. Et puis sur le long courrier, on commence avec Fortaleza au Brésil et Mahé aux Seychelles. Et après le Cap, etc. Mais c'est aussi Air France qui se développe très fort, puisqu'on a prévu en 2018 une 50aine de nouvelles routes. Et avec des destinations très business comme Seattle, qu'on va donc desservir désormais avec un avion Air France, et pas uniquement à travers notre partenaire Delta, ou Taipei, qui marque l'issue de longues discussions. J'imagine, oui. Et sur lesquelles on a de grandes ambitions. Et ben voilà, donc des phares économiques évidemment comme Seattle ou Taipei. Merci à vous mon cher Manuel. Alors nous allons remettre ce prix si vous voulez bien. Et pour cela, je vais vous dévoiler que le vainqueur du prix exportateur de l'année est Anne Deleur. Venez me rejoindre. Bonsoir.
de la société Arc-en-Ciel. Bonsoir, venez nous rejoindre. Bonsoir, prenez ce micro. La société Arc-en-Ciel, vous faites des mascaras, des produits de maquillage, etc., etc. Et vous avez repris une très vieille entreprise. Elle va nous raconter tout ça. Une très vieille entreprise qu'elle a reprise donc, à la barre du tribunal pour en faire aujourd'hui une très très belle entreprise qui exporte donc aux quatre coins du monde. Et c'est donc votre personnalité, votre engagement, madame, que l'on récompense ce soir, que l'on distingue ce soir. Vous avez donc repris cette société il y a de nombreuses années. Il a fallu revoir les gammes, il a fallu revoir la marque et la repositionner. Aujourd'hui, donc, un plein développement, on le voit avec un certain nombre de chiffres. Et vous avez décidé de vous attaquer à l'Afrique, terre de conquête. Tout à fait. Bonsoir à tous. C'est un grand honneur de recevoir ce prix. Donc en effet, moi j'ai repris la marque Arc-en-Ciel. J'ai tout de suite vraiment été attirée par cette belle histoire. C'est une marque qui était en cours de liquidation et à la barre du tribunal. Oui. Donc j'ai redémarré de zéro. L'international, c'était un choix, c'était une nécessité vraiment. C'est compliqué quand vous êtes entrepreneur et que vous avez zéro de chiffre d'affaires de convaincre les Galeries Lafayette d'avoir un comptoir quand vous n'avez pas de force de vente, pas de gamme large. L'Algérie, pour nous, ça a été en fait le premier pays qui finalement a financé tout notre déploiement France international. Et en fait, de pays en pays, évidemment, Arc-en-Ciel était une marque donc, qui avait été créée en 1935. Je l'ai reprise en 2006. Et il y avait des pays qui étaient l'ADN de la marque Arc-en-Ciel. C'était l'Algérie, c'était le Moyen-Orient, c'était la Chine. Parce que des années 50 à 2000, Arc-en-Ciel était déjà distribué. Donc c'était tout à fait naturel de revenir sur ces territoires où les consommatrices attendaient aussi Arc-en-Ciel. L'Afrique, je me suis toujours dit qu'en tant que PME, c'est un peu compliqué de rivaliser avec des L'Oréal ou des Procter & Gamble. Donc en fait, la stratégie que j'ai voulu mettre en place, c'est d'aller sur ces marchés niches, sur ces marchés qui sont vraiment en train de se constituer en termes de distribution. L'Algérie en 2006, c'était l'importation au cabas. C'était compliqué d'avoir un importateur qui avait un agrément légal pour importer massivement du maquillage et le distribuer de manière qualitative dans toutes les villes d'Algérie, pas seulement Alger et Oran. Aujourd'hui, la démarche avec l'Afrique de l'Ouest, c'est exactement la même. C'est qu'on veut se positionner maintenant, en 2017, parce qu'on sait très bien qu'en 2050, c'est 25% de la population mondiale. Alors, si on n'a pas un minimum de 5 à 10 années de collaboration très très proche avec des distributeurs sur place, comment voulez-vous faire face ensuite à la croissance folle exponentielle de ces marchés-là? Donc c'est ça l'idée, c'est d'être présent sur ces marchés africains dès maintenant. Donc on a ouvert une boutique à Abidjan il y a déjà 2 ans. Et l'idée, c'est d'être avec une base arrière sur l'Afrique de l'Ouest pour ensuite aller distribuer au Sénégal, au Cameroun, etc. Alors, ce qui est intéressant, Anne, c'est que sur la Chine, vous avez décidé de revenir en quelque sorte par les e-exportations. Vous n'avez pas pris d'agent, vous n'avez pas pris de distributeur sur place. Vous faites tout depuis la France, en quelque sorte, par le net. Et ça marche pas mal. Vous arrivez à bien vous développer en Chine. Alors oui, alors on ne va pas se dire que l'international, c'est facile. Et surtout que la Chine, c'est aisé. La Chine, c'est vraiment une bataille de longue haleine. Donc nous, ça fait 6 ans qu'on a commencé à investir sur la Chine. Heureusement que des systèmes comme COFAS, donc maintenant finance les financements export-exir, c'est parce que c'est des centaines de milliers d'euros qu'on investit pour un jour peut-être pouvoir vendre. Et à force d'avoir des refus d'enregistrement de nos pays via le ministère de la Santé chinoise, on a trouvé des moyens légaux en fait, de vendre en effet via du e-commerce en ce qui s'appelle le cross-border. Et donc aujourd'hui, nous faisons en effet plusieurs centaines de milliers d'euros sur ce cross-border en vendant que sur les plateformes comme Tmall, comme Kaola. Et donc du coup, on a participé depuis 1 an à toutes ces ventes sur le net directement en Chine. Eh bien bravo, puis en plus ça permet de lutter contre la contrefaçon. Et donc il y a toute une organisation, vous m'aviez expliqué tout ça, avec des colis qui partent tous les jours, avec des transporteurs, des messagers qui partent depuis Roissy notamment. Hein. Oui, et vous le soulignez, c'est vrai qu'il y a une forte dynamique aujourd'hui avec des acteurs qui nous poussent et qui nous entourent avec un écosystème. Moi je sens que depuis 5 ans, il y a un vrai écosystème qui nous accompagne. Cette idée de colis qui part tous les jours à 15h de notre bureau rue des Jeuneurs dans le 2e et qui part dans toute la Chine, c'est l'idée de Business France et Géopost qui nous ont proposé, nous, à quelques marques. Donc moi, j'étais première à me lancer parce que je trouvais que c'était une fantastique opportunité. C'est en fait l'idée de se dire, on va faire du B2C. Et donc, du coup, la Poste emmène, Géopost emmène 3 marques de Régilets, Arc-en-Ciel, de l'accessoire ou de la mode. Et donc, tous nos colis partent tous les jours à destination des Chinois. Eh bien, bravo. Voilà une très, très belle idée. Mon cher Manuel, vous allez remettre le prix. Est-ce que vous voulez vous avancer un peu pour qu'on puisse, voilà, vous photographier tous les deux, voilà, mettez-vous là, voilà, ou Manuel, si vous voulez prendre le micro, voilà, on applaudit chaudement.
Et je crois que vous avez une jolie surprise. Et je suis ravi aussi de pouvoir vous offrir un billet pour 2 personnes sur des sessions long courrier pour vous accompagner dans vos déplacements à l'international. Merci. Et ben voilà, merci à vous. Vous pourrez quand même aller en Chine, donc, parce qu'évidemment, Air France dessert quotidiennement les principaux centres de Chine. Merci à vous, merci à tous les deux. Je vous invite à regagner votre place, pardon. Et puis nous allons suivre avec le prix suivant, le prix Jeune Pousse Global de l'année, qui récompense donc une start-up qui a moins de 3 ans, si c'est possible, qui est en phase de commercialisation de ses produits et puis qui commence à bien se développer à l'international. Pour ce faire, j'appelle Christophe Bélanger. Venez me rejoindre, Christophe. Est-ce qu'il est là, le directeur régional Île-de-France c'est ça, de Business France. Voilà, un partenaire fidèle, bien évidemment, de cette manifestation et des entreprises qui cherchent à exporter. Prenez le micro. Un petit mot peut-être pour nous rappeler qu'en matière de soutien à, merci monsieur, en matière de soutien à l'exportation, il n'y a pas que les entreprises qui vendent des biens, il n'y a pas que les entreprises qui vendent des services traditionnels, il y a aujourd'hui les entreprises, les startups qui pensent tout de suite international et Business France peut être là. Est-ce que vous m'autorisez à bousculer le protocole et je voudrais vous livrer d'abord une bonne nouvelle. Dites. Puisque nous sommes allés des remises de prix à des entreprises qui ont bien réussi. Dites. Je voulais vous annoncer que, pour ceux qui ne le savent pas encore, que la cause commune du VIE a remporté une grande victoire ces jours-ci, puisque nous avons atteint le seuil des 10 000 VIE en poste, seuil qui nous avait été assigné par nos tutelles, à atteindre à la fin de l'année. Donc nous avons 1 mois d'avance. Le VIE, qui est une cause nationale, seuil que nous avons pu atteindre uniquement grâce au soutien de tous. Bien sûr, c'est une procédure qui est gérée par Business France, mais sans les chambres de commerce, sans la mobilisation des CCEF, sans la mobilisation de tous, nous n'aurions pu jamais atteindre ce seuil. Bon, je suppose que le gouvernement aura bonne idée de le maintenir, voire de l'augmenter, mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, je ne voulais pas commencer sans vous livrer... Eh bien, vous aviez bien raison. Je crois qu'il y a d'ailleurs une petite manifestation que vous avez faite fort réussie à Business France. Alors, donc, les startups, qu'est-ce que vous pouvez apporter aujourd'hui aux startups qui, tout de suite, se positionnent finalement à l'international et avec leur plateforme, veulent vendre? Eh bien, les startups, pour nous, ce sont des entreprises un peu particulières qui ont souvent des enjeux différents des autres entreprises et qui ont un besoin de croissance. C'est le cas de cette entreprise à laquelle nous remettons un prix aujourd'hui, des besoins de croissance très rapides et surtout sur un ensemble important de marchés directement. Donc, elles ont besoin d'un soutien un peu spécifique. C'est pour ça que chez Business France, nous avons mis en place, d'une part, des personnes qui sont dédiées au soutien de ces startups, et d'autre part, dans la gamme des prestations que nous offrons, nous avons mis aussi en place un certain nombre de prestations, notamment des accompagnements collectifs très spécifiques qui s'appellent des opérations de type impact, qui sont sur le marché aujourd'hui, sur le marché américain, chinois et indien, pour lesquels nous proposons à des entreprises qui ont des ambitions de croissance très très rapides sur ces marchés, des séances d'immersion sur plusieurs semaines où on emmène le chef d'entreprise pour qu'il aille très très vite dans sa croissance sur le marché, voire jusqu'à une implantation directement sur le pays visé. Eh bien, parfait. Nous allons donc dévoiler, si vous voulez bien, le récipiendaire de ce prix de la Jeune Pousse Globale de l'année. La Jeune Pousse s'appelle, on le voit, Adrenaline Hunter. Et j'appelle Philippe Miché, son cofondateur, à venir nous rejoindre. Bonsoir, bonsoir. Prenez un micro. Prenez le micro. Directeur général et cofondateur. Il est féru de parachutisme, il est féru de plongée sous-marine et pourtant il a travaillé pendant 8 ans dans la banque d'affaires. N'a-t-il pas manqué de me dire il y a quelques jours au téléphone? Et vous avez donc décidé, pour mettre en adéquation votre passion et votre sens du commerce, eh bien, vous avez décidé de faire une plateforme de mise en relation de tous ceux qui comptent, les professionnels et aussi bien évidemment les particuliers, pour tous les sports de l'extrême, c'est ça? Exactement. Adrenaline Hunter, c'est une place de marché, une centrale de réservation d'activités sportives outdoor partout dans le monde. Aujourd'hui, on travaille avec à peu près 1600 partenaires dans 60 sports, donc toujours des sports outdoor, des sports à sensations, et on est implanté dans à peu près 60 pays. Et donc, l'idée m'est venue, moi et mon associé Maude, parce que nous sommes nous-mêmes des pratiquants, comme vous l'avez rappelé. Et vous avez un business angel avec vous. Hein. Et nous avons également un business angel, absolument, qui s'appelle Denis Fayol, qui est le cofondateur de La Fourchette,
le cofondateur de Mano Mano et d'autres startups qui sont maintenant... Bon, donc les bonnes fées sur le bon berceau, le berceau où on peut faire du sport extrême. Alors comment ça marche concrètement? La France, c'est le deuxième pays du sport extrême, ce que je ne savais pas, et c'est un pays où on a inventé énormément de ces sports extrêmes. Comment ça marche? Moi, enfin, j'ai pas trop le gabarit, mais allez, mettons que je veuille faire du kitesurf en Espagne. Comment je fais? Je viens vous voir. Le système de fonctionnement d'Adrenaline Hunter, c'est vraiment c'est très simple, c'est booking.com, c'est-à-dire que c'est une place de marché ouverte où des prestataires professionnels, assurés bien sûr, donc, par exemple sur le kitesurf, viennent proposer leurs activités et vous pouvez réserver votre activité sportive en quelques clics, alors qu'auparavant il était nécessaire de décrocher le téléphone. Vous aviez souvent un problème linguistique puisque ces activités-là on les fait quand on voyage, et puis souvent vous aviez un problème, c'est que le professeur de kitesurf, la journée il ne répond pas parce qu'il n'est pas derrière un ordinateur, il ne répond pas au téléphone, il est dans l'eau. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple de faire ça sur Internet. Je voudrais dire aussi un petit mot effectivement sur la légitimité de la France sur ce secteur. La France, on dit toujours que c'est le premier pays du tourisme mondial. D'abord, il y a d'autres pays qui se disent eux-mêmes le premier pays du tourisme mondial. Oui, on n'est pas en chiffre d'affaires, malheureusement, on n'est pas en chiffre d'affaires, mais ça viendra, monsieur le ministre. Enfin, en fréquentation, nous le sommes. Absolument. Et on a un patrimoine sportif et un patrimoine naturel exceptionnel. La France a créé la plupart des grands sports outdoor, le parapente, l'alpinisme, l'escalade. L'escalade est née à Fontainebleau, à 30 km de Paris, l'escalade moderne, absolument. Et en fait, on l'oublie souvent, et la France a une légitimité particulière dans le développement de ces activités. Alors, aujourd'hui, vous marchez, donc je l'ai dit, en cours de commercialisation, avec des centaines de transactions quotidiennes ou par semaine, je ne sais pas, et surtout l'idée d'avoir une logique d'exportation, et d'avoir donc des pays que vous avez ciblés, notamment l'Espagne, où vous proposez donc ces prestations. Et pas mal de ces prestations, l'idée c'est qu'elles viennent en France, que ce soit un Espagnol qui prenne une prestation en France. Et c'est là où on est effectivement dans une logique de trafic tourisme vers notre pays et donc d'export. Absolument. Nous, on travaille sur donc on a un modèle chez Adrenaline Hunter où on appelle ça le cross-border total. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des Français qui vont à l'étranger, ce sont des étrangers qui vont en France. Ça peut être un Japonais qui va en Australie, un Argentin qui va en Espagne. Tous les flux sont en fait des flux qui sont potentiellement intermédiables, avec le principe que plus le client qui recherche une activité sportive est éloigné du prestataire professionnel qui la propose, éloigné géographiquement, éloigné linguistiquement et éloigné culturellement, plus le rôle de l'intermédiaire et de la place de marché a une valeur importante. Et c'est pour ça que nous, on est présent dans 60 pays. Vous mentionnez l'Espagne, mais l'Espagne, c'est à peu près 10% de notre activité. Mais l'Espagne, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, vraiment, on est présent dans 60 pays et tous les flux sont intermédiables par Adrenaline Hunter. Eh bien, parfait. Donc, Adrenaline Hunter, le chasseur d'adrénaline. Je vous propose, mon cher Christophe, que vous remettiez donc le trophée, attention, c'est lourd, à notre ami qui va faire un peu d'haltérophilie avec, et surtout lui remettre un bon cadeau. Oui, j'ai aussi le plaisir de vous remettre un bon à tirer, en quelque sorte, sur les prestations de Business France de 1000 € qui vous permettra peut-être, parce que je crois ça, vous avez des projets d'expansion sur l'Asie notamment, de financer le 10 001e VIE ou de financer éventuellement des prestations de communication, que je crois que c'est important pour vous d'asseoir votre notoriété au maximum. Donc voilà. Bravo, bravo. Allez, alors pour la photographie, si vous voulez vous avancer tous les deux, messieurs, et donc vous avez entendu, monsieur le ministre, merci à vous, monsieur le ministre, il veut que toute la place du tourisme ne soit pas réservée aux plateformes américaines et qu'il y ait de la place donc pour des plateformes européennes et donc françaises. Eh bien, longue vie donc aux chasseurs d'adrénaline, Adrenaline Hunter. Merci à vous, cher monsieur Philippe Bichet. La troisième catégorie que nous allons remettre ce soir, c'est l'entreprise exportatrice de l'année, une entreprise qui, année après année, réussit des performances étonnantes à l'exportation. Pour remettre ce prix, j'appelle Michel Nava, que j'ai vu tout à l'heure. Bonsoir Michel, le voici, directeur des entreprises aux Caisses d'épargne Île-de-France. On l'applaudit. Prenez donc un micro. Et alors, j'ai une question toute simple. C'est la première fois que vous vous associez, m'avez-vous dit,
au palmarès du MOSI, voilà qui est une fort belle idée de distinction ainsi de ces belles entreprises à l'exportation. Pourquoi donc ? C'est relativement facile à répondre. La Caisse d'épargne Île-de-France accompagne les entreprises exportatrices depuis de nombreuses années. On a de nombreux experts, dont certains sont dans la salle, que vous pouvez interroger. Et surtout, on a indiqué dans notre nouveau plan stratégique à horizon 2020 notre volonté d'accompagner ces entreprises exportatrices. Mais je ne voudrais pas en dire plus parce que j'ai la chance, il me dit non, qu'il y ait Pascal Chabot, qui est membre du directoire de la Caisse d'épargne Île-de-France, qui m'a fait la surprise de venir. Ça n'était pas prévu. Je préfère que ce soit lui qui réponde à la question. Eh bien, parfait. Allez, venez me rejoindre, cher monsieur, bravo. L'engagement des caisses d'épargne, donc prenez le micro. Eh bien, pour la première fois, donc le MOSI, voilà une riche idée. Merci Michel, ça me fait plaisir d'être parmi vous ce soir. Nous, vous savez, on est une banque régionale très investie dans l'économie régionale et on a le sentiment qu'aujourd'hui, il y a un bon karma ici, notamment en Île-de-France, mais dans toute la France, mais vraiment une vague là qu'on pourrait prendre tous ensemble et c'est le moment vraiment de la supporter. Et ça, moi, ça me fait vraiment plaisir de voir des entrepreneurs qui vont de l'avant, sur lesquels on peut les accompagner. Et nous, juste pour pas être trop long, à la Caisse d'épargne, on a juste un modèle qui est très simple. Chaque euro qu'on va collecter ici en Île-de-France, il est totalement réinvesti dans les projets de la région. Totalement réinvesti dans les projets de la région et chez les entrepreneurs de la région. Voilà. Eh bien, merci à tous les deux. Nous allons donc remettre ce prix de l'entreprise exportatrice de l'année. Je sais qu'on remettra après, évidemment, ce trophée. L'entreprise exportatrice de l'année, c'est Technogenia. Bravo, bravo. Et j'appelle Rimégon, son président, ainsi que son fils. Ils sont venus tous les deux de Savoie, d'Annecy, ainsi que son fils Hervé. Hervé, vous êtes le secrétaire général. Voilà, ne soyez pas modeste. Bonsoir, monsieur. Venez me rejoindre. Bonsoir, Hervé. Monsieur, bonsoir. Félicité par les caisses d'épargne. On va vous passer le micro. Voilà, vous allez lui passer le micro, figurez-vous. Voilà. Hop, alors l'entreprise Technogenia, alors on va faire simple parce que quand je vous ai eu au téléphone là aussi, vous étiez tellement prolixe, tellement bavard, tellement passionné par toutes les inventions qu'ils ont pu faire. Pour moi, c'était parfois un peu du chinois, mais j'ai quand même appris certaines choses. C'est que vous êtes le leader mondial du revêtement anti-usure et anti-abrasif pour des pièces qui ont besoin d'une extraordinaire dureté et notamment c'est pour toute l'industrie pétrolière, notamment du forage pétrolier. Et quand je vous ai eu au téléphone, il m'a dit... Vous savez, moi, ça fait depuis 1979 que je fais ce métier et j'ai même pris ma petite valise. Quand j'ai eu l'idée de ce saut technologique, j'ai pris ma petite valise et je suis allé voir les grands du forage au Texas. Et si je n'avais pas fait, on serait 4 toujours dans un hangar. Belle réussite, monsieur. C'est exact, oui. Merci. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, ce n'est pas d'hier que... Au début, on a eu un peu de culot quand on a mis au point ces produits anti-abrasion qui avaient de hautes performances et on avait un peu de mal à percer. On s'est pris de culot et je suis allé voir les grands fabricants de matériel de forage qui se trouvent aux États-Unis. Et je peux vous dire que le Paris-Houston avec Air France, je connais ça maintenant depuis longtemps. Voilà, tout à fait. Non, c'est effectivement, et on s'est aperçu qu'aux États-Unis, le produit était tout à fait accepté et mis en valeur. Et donc, à ce moment-là, ça nous a un peu donné des idées. Ça nous a conduit à installer un premier service center à Houston, au Texas, puis ensuite, emporté par notre élan, un deuxième service center à Oklahoma City. Ensuite, on est allé en Angleterre, à Sheffield. On a installé aussi un autre service center. On s'est hasardé également au Canada, à Edmonton, toujours dans la promotion de nos procédés et de services pour ces fabricants de matériel de forage. Oui. Et puis tout récemment, on vient de démarrer un service center à Dubaï où l'activité, j'allais dire, de forage pétrolière est assez importante. Oui, bien évidemment. Alors, c'est une entreprise aujourd'hui qui... 22 millions d'euros. Vous avez eu un petit... et puis, je crois que vous avez des très belles perspectives sur 2017, parce que là, on est en pleine reprise quand même du marché, malgré un baril hésitant. On sent quand même le frémissement et la demande. Oui, c'est vrai que la baisse des cours du pétrole a entraîné une réduction de l'activité d'exploration dans l'ensemble des sites. Cette activité a baissé d'environ 30 à 40%. Les fabricants de matériel de forage ont vu leur chiffre d'affaires en conséquence baisser. Et nous, par voie de conséquence, on a vu également le nôtre baisser. Et donc là, repartir là. Oui, effectivement, dès 2017, pratiquement
nous avons retrouvé les positions que nous avions en 2013-2014. Voilà. Alors, je parle sous le contrôle donc, de votre fille secrétaire générale, parce que c'est votre fille qui est la directrice générale, c'est bien. Monsieur Macron sera content, donc Technogénia à Annecy. Vous avez toujours été dans une logique de rupture technologique, de saut technologique encore, en quelque sorte, pour toujours garder une longueur d'avance. Hein. Oui, ça a été effectivement un challenge. On s'est aperçu que si on voulait vraiment se distinguer à l'international des concurrents qui étaient allemands, italiens, qui sont assez musclés, il fallait innover. Et à innover, on a constamment réussi à innover, ce qui effectivement nous permet actuellement d'être toujours en tête, mais il ne faut pas se reposer sur nos lauriers et il nous faut continuer à trouver de nouveaux procédés, de nouveaux matériaux, de façon à toujours être un peu en tête. Et trouver de nouveaux applaudissements bien naturels. Merci à vous deux. On va vous remettre les gens des caisses d'épargne. Vous remettre. Voilà, si vous voulez vous avancer, vous aussi, monsieur, il va y avoir la photo. Voilà, si vous voulez vous avancer pour la remise du prix, bravo. Technogénia. Parfait, voilà. Merci à tous les quatre. Merci donc Technogénia du côté d'Annecy et merci donc aux caisses d'épargne d'Île-de-France. La quatrième catégorie, vous allez voir, ça c'est une belle entreprise que nous allons récompenser, que nous allons féliciter. La quatrième catégorie, c'est le prix savoir-faire exportateur de l'année, le savoir-faire artisanal, le savoir-faire semi-industriel, bref, là où nous avons une vraie longueur d'avance et un vrai prestige. Il n'y a pas que les grands groupes, il y a aussi des PME qui se battent sur ce sujet de l'artisanat très, très haut de gamme. J'appelle Pedro Novo, là aussi que j'ai vu tout à l'heure. Bonsoir Pedro, venez donc nous rejoindre. Directeur financement export BPI France. Vous nous redirez bien évidemment tout l'intérêt pour BPI France de soutenir un tel palmarès qui est celui du MOSI. On l'oublie trop souvent, ces entreprises du savoir-faire à mi-chemin entre l'artisanal et l'industriel. C'est une pièce essentielle bien évidemment de notre commerce extérieur. Et surtout, BPI France peut les épauler, notamment en matière de crédit export. Alors oui, sur beaucoup de sujets, nous pouvons les accompagner, nous le faisons de manière très active. La première chose, c'est que d'abord, nous sommes un investisseur important sur le marché français, comme vous le savez. Nous intervenons en capital, en investissant dans les entreprises du patrimoine vivant, avec des fonds dédiés ou des fonds plus généralistes. C'est la première chose, en apportant les sucres lents, finalement, du capital patient dans ces entreprises, pour qu'elles aient la capacité de se projeter sur les marchés internationaux. Ensuite, le crédit export est un produit tout à fait nouveau, en tout cas à cette échelle, puisque peu d'acteurs en France, quelques-uns, mais trop rares, étaient en capacité de fournir des solutions de financement international aux clients de nos clients, à savoir à nos entrepreneurs français qui vont à la rencontre d'acheteurs dans le monde et qui leur vendent des matériels, des équipements, et qui souvent, trop souvent, perdaient les contrats parce que l'Italien venait avec un financement, parce que le Suisse venait avec un financement, ou parce que le Canadien venait avec un financement. Eh bien, nous avons, avec quelques confrères banquiers, certains sont dans la salle, réussi à occuper cet espace et à leur fournir des solutions de crédit export, de crédit acheteur ou de rachat de crédit fournisseur pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces dans la capacité à vendre leur savoir-faire, leur technologie et donner le temps et les moyens, tout en sécurisant leur paiement, aux acheteurs d'acheter leur savoir-faire. Eh bien, très bien. Et donc, on l'a dit, un énorme gisement. Toutes ces entreprises qui sont dans une compétition mondiale, ces entreprises de semi-artisanat de luxe, évidemment, doivent être encouragées. Je le disais, il n'y a pas que les grands groupes. Eh bien, merci pour votre action. Nous allons donc dévoiler, si vous voulez bien, l'heureux lauréat de ce prix. Et nous appelons, voilà, LIM, l'entreprise LIM du côté de la Dordogne. J'appelle Laurent Duret qui est là-bas. Voilà, venez me rejoindre. Bonsoir. Bonsoir, Laurent. Venez nous rejoindre. Voilà, et donc LIM, c'est une entreprise, mais vous direz ça beaucoup mieux que moi, qui fait des selles pour équitation, notamment pour les sauts d'obstacles de grande qualité, parce qu'avec des selles de luxe ou très très performantes, vous arrivez à faire presque 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, voire beaucoup plus, je sais, sur 2017, vous allez flirter avec les 50 millions. Oui, c'est ce que vous me disiez. Comment vous faites une entreprise qui est basée en Dordogne pour faire 50 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des selles qui valent entre 3 et 6 000 euros pièce?
Comment faites-vous? Quel est votre modèle commercial? Alors, bonjour. On a un modèle un petit peu particulier, c'est qu'on fait l'intégralité de la chaîne de la valeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et le client final. On est fabricant, concepteur et distributeur de nocelles. Et nous, depuis le premier jour, la mondialisation, on l'a vécu comme une opportunité. Et on s'est dit, OK, le terrain de jeu, il est passé de 60 millions à 6 milliards. On a un coef 100, on va en profiter. Et dès la genèse de l'entreprise, on est allé à l'exportation. On est allé à l'exportation pour suivre les cavaliers, parce que voilà, notre promesse, c'est de participer à la performance sportive des cavaliers. Donc, au-delà de produits de très haute facture, c'est aussi des produits de haute technologie que l'on vend. On vient d'inventer une selle connectée, iJump, qui sera présente au CES, et on ira défendre les couleurs de la French Fab au CES à Las Vegas. Et donc, on a décidé de travailler avec les meilleurs cavaliers mondiaux, avec des produits les plus performants possibles. Et du coup, les meilleurs cavaliers mondiaux, ils ne sont pas tous français, ils sont aussi allemands, américains, hollandais. Et donc, on allait les démarcher et naturellement, on s'est installé dans ces pays. Aujourd'hui, on est incorporé sur 4 continents, on a des contrats de travail dans 12 pays. Et on prend beaucoup de plaisir à travailler dans notre quotidien. Et alors des commerciaux, donc toute la sainte journée sur la route, aux 4 coins du monde. Combien sont installés à l'étranger? Vous arrivez à payer combien de commerciaux qui sont salariés à l'étranger? Combien? Alors on a plus de 80 commerciaux à l'étranger, mais on n'a pas que des commerciaux. On a aussi des fonctions support, des services ADV, du SAV. Donc on est vraiment présent. On a essayé d'imaginer que l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, ça pouvait être un marché domestique. Et donc on y est allé en disant, OK, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas en capacité de l'adresser comme on adresse le marché français. Et tout ça totalement made in France. Et totalement made in France, avec des ateliers en Dordogne, des ateliers au Pays Basque. Donc OK, on a pour des produits à très faible valeur ajoutée, on a un atelier également au Maroc, mais c'est vraiment le savoir-faire français qu'on exporte partout dans le monde. Et donc innovation, vous disiez celle connectée, qui l'eût cru, celle carbone aussi, enfin en nouveaux matériaux. Intégration des matériaux composites, c'était l'innovation il y a une dizaine d'années avec l'intégration du carbone, du Kevlar dans la fabrication de nocelles, et qui a été une première rupture technologique. Et on espère que l'IoT, donc la selle connectée, sera la deuxième grosse rupture technologique dans notre sport. Bon, 60% à l'international. Une belle histoire, Pedro, c'est incroyable. 50 millions d'euros de chiffre d'affaires dans un marché de niche qu'on ne soupçonne absolument pas. Mais Prédo est cavalier, donc c'est triché. Il connaît bien. C'est une très, très, très belle histoire. Je vais le tenir, c'est plus simple. C'est une très très belle histoire, comme on aimerait en voir plus. Ce qu'il ne dit pas avec beaucoup d'humilité, c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, au Salon du Cheval de Paris, qui réunit les meilleurs talents mondiaux du saut d'obstacle à l'heure où nous parlons, 30 des 100 meilleurs cavaliers du monde sont équipés avec ces équipements. Donc c'est une histoire récente, rapide, avec beaucoup d'enthousiasme. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a une énergie et un enthousiasme comme si c'était tous les jours le premier jour, et qu'on retrouve dans l'ensemble de l'entreprise. Eh bien, parfait. Puis j'imagine qu'il est déjà au taquet pour les Jeux Olympiques de 2024, bien évidemment, à Paris, dans notre pays. Voulez-vous, Pedro, remettre donc le prix à monsieur? Voilà, si vous voulez vous rapprocher. On les applaudit chaudement tous les deux. BPI France et donc Lim pour ce prix du savoir-faire exportation. Bravo, messieurs. Merci, je vous invite à regagner votre place. Et nous allons passer au prix produit export. Je le disais tout à l'heure en présentant cette manifestation, des femmes, des hommes, des entreprises, des produits aussi, parce que sans produits, bien évidemment, difficile d'avoir une bonne stratégie d'exportation, donc des produits qui soient identifiés, qui soient des ghostbusters en quelque sorte d'une entreprise. Eh bien, il y en a de très très beaux, et vous allez voir, on va avoir un qui est très beau, auquel vous ne penseriez jamais, mais vous verrez, c'est tout à fait édifiant, tout à fait intéressant, donc ce lauréat que nous allons récompenser dans quelques minutes. J'appelle pour cela Ludovic Rincel, que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, bonsoir Ludovic, venez donc me rejoindre. Vous êtes directeur régional Île-de-France chez Daxor France. Et, Daxor, c'est un groupe allemand de logistique. Ah ben, vous avez vu, il est venu avec sa petite voiture.
Un gros camion même. Son gros camion, bien sûr. Et donc, la logistique, très très important quand on veut, évidemment, quand on est exportateur, quand on exporte un produit peut-être sur des millions et des millions d'exemplaires, sur palettes notamment, eh bien d'avoir la maîtrise de la logistique. Tout à fait. Nous pensons que la logistique n'est pas un coût, mais un élément différenciant. Et donc, Daxer, entreprise familiale allemande, qui réalise à peu près 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc propose une offre globale en s'appuyant sur les compétences professionnelles de ses 27 000 collaborateurs, répartis sur plus de 400 implantations dans le monde. Alors pourquoi vous avez voulu vous associer, je le disais, mais des millions d'exemplaires tous les jours, il faut être parfaitement on time, à la catégorie du produit? Parce qu'en fait, pour accompagner le développement d'un produit, il est important d'avoir un très très bon réseau, de s'appuyer sur un réseau intégré, implanté partout, pour pouvoir l'accompagner sur tous les continents. Et c'est le cas de Daxer, puisque à travers notre division maritime, terrestre, aérienne et également notre savoir-faire logistique, nous pouvons accompagner le client sur tous ces métiers-là. Bon, Daxer, donc j'aime bien, vous avez bien aimé entreprise familiale, bon, 5-6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais c'est une entreprise familiale. Comme si c'était une petite ETI, etc. Mais c'est en fait un des leaders c'est une valeur très importante. Bien évidemment, et donc très présent en France dans votre activité. Alors, pour remettre ce prix produit, encore faut-il avoir avec nous l'heureuse personne récompensée. Et pour cela, vous le voyez qui s'affiche sur l'écran, nous allons féliciter Provefarm dans les Bouches-du-Rhône avec son directeur des opérations internationales et marketing, c'est Olivier Desroires. Bonsoir monsieur. Bonsoir, ravi de faire votre connaissance. Vous êtes, prenez donc le micro si vous voulez bien, de Ludovic. Vous êtes basé à La Ciotat? Non. Non? Ah, je croyais à La Ciotat. Vous avez encore 35 999 chances de trouver la bonne ville. Oui, parce qu'il y a 36 000 communes. C'est pas très loin. Marseille. J'ai cru que vous étiez à La Ciotat. Bon, entre Marseille et Toulon, mais enfin c'est le Grand Marseille, nous sommes d'accord. Alors, et puis surtout la ville de La Ciotat qui a terriblement changé, et il y a beaucoup aujourd'hui d'entreprises, notamment en pharma, qui s'y développent. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, je ne rame pas du tout, mais je vais peut-être prendre une petite pilule du produit que vous avez particulièrement développé et que vous arrivez à exporter aux quatre coins du monde. Vous allez nous expliquer tout ça. C'est du bleu de méthylène, parce qu'ils sont fabricants de bleu de méthylène. Tout le monde connaît le bleu de méthylène, mais synthétisé, purifié, avec de véritables applications de médecine. Racontez-nous. Alors effectivement, Provefarm Life Solutions, c'est un groupe pharmaceutique de 50 employés basé à Marseille, fondé en 1998. Et notre spécialité, c'est de revitaliser les molécules, c'est-à-dire de donner une nouvelle vie à des molécules oubliées, telles que la molécule de bleu de méthylène. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette molécule qui a été revitalisée? On la transforme en un produit fini. En l'occurrence, on a 2 produits de santé, un médicament et un dispositif médical. Ces produits sont commercialisés dans des hôpitaux, au travers de distributeurs, dans 25 pays dans le monde. Donc on est présent aux États-Unis depuis 1 an, on est présent en Europe, on est présent en Australie, au Japon, et on travaille à ouvrir de nouvelles positions en Amérique latine. Et je crois notamment que vous avez eu donc l'autorisation de la FDA, et puis évidemment des autorités européennes, des autorités japonaises en la matière. C'est un long travail pour réussir à synthétiser et puis à breveter, à rechercher, à breveter, à commercialiser ce produit, donc ce bleu de méthylène purifié? Alors oui, ce n'est pas quelque chose de très simple. En fait, le savoir-faire, il est à plusieurs étapes, enfin à chaque étape. Il y a un savoir-faire chimique, trouver une voie de synthèse pour réussir effectivement à revitaliser cette molécule. Derrière, on dépose des brevets, donc on a 3 familles de brevets aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a un savoir-faire, je dirais, réglementaire, puisqu'il faut obtenir les autorisations de mise sur le marché. L'autorisation de mise sur le marché qu'on a obtenue l'année dernière aux États-Unis a demandé près de 5 années de travail, et c'est plusieurs millions d'euros d'investissement. Et puis après, il y a un savoir-faire, je dirais, plus commercial. Ouais. Et là, il y a toutes les équipes de Provefarm qui s'y attellent jour après jour. Est-ce que c'est dangereux d'être tant dépendant d'un produit, ou au contraire, est-ce qu'on peut le décliner? Alors, oui et oui. Voilà, oui et oui. Oui, c'est dangereux. Alors, dangereux, non, mais évidemment, on préfère avoir des revenus qui sont diversifiés. Je pense que c'est pareil dans toutes nos entreprises. La diversification, c'est quand même s'affranchir un petit peu d'un risque commercial. Aujourd'hui, les États-Unis ont un poids très fort chez nous, et on s'en réjouit parce que ça nous a ouvert, effectivement, ça nous a donné de nouveaux moyens, et ces moyens, on va pouvoir les investir et les mettre sur le développement
d'autres produits autour du bleu de méthylène, mais surtout d'autres molécules. Ce concept de revitalisation des molécules, justement, ce n'est pas juste un concept, c'est une réalité. On travaille dès à présent à prendre d'autres molécules et à les transformer en produits de santé. Eh bien, parfait. Un dernier mot depuis Marseille. Ce soir, on a tout dit? Il va neiger cette nuit à Marseille. C'est vrai? Voilà, il y aura une sardine qui va boucher le port aussi. Eh bien oui, la sardine qui bouchera le port. En attendant, en parlant de boucher le port, alors, voilà le gentil petit cadeau. Tenez, voilà, juste, vous allez le lui remettre. Je voudrais, si on peut couper les caméras, parce que je pense plutôt l'offrir à mon fils de 4 ans qu'au président de Provefarm. Ouais. Et ben voilà, ça fera 1 euro ce soir sous la neige. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, 1 000 euros, un superbe camion. Merci à vous. Voici donc le trophée et donc la séance de photographie. Messieurs, si vous voulez vous avancer sur l'estrade, voilà, pour donc féliciter Provefarm et donc Olivier Desroires. Voilà, merci à eux. Nous allons passer à la catégorie suivante, qui est la catégorie du prix exportateur francilien de l'année. Donc une entreprise basée et qui a son activité depuis l'Île-de-France. Pour cela, nous retrouvons Jean-Claude Carpellès. Jean-Claude venait donc nous rejoindre, vice-président de la CCI des Hauts-de-Seine et je le disais tout à l'heure, délégué du président de la CCI Paris-Île-de-France. Alors, prenez le micro. Avant que nous ne remettions le prix, vous avez aussi mentionné ce sondage, cette enquête que vous avez fait auprès de nombreuses entreprises que vous avez accompagnées. Ce qui est intéressant de ce que j'ai retenu, c'est que ce qu'elles souhaitent et ce que vous avez pu leur apporter, ce sont les contacts. Les entreprises veulent des contacts quand elles veulent aller à l'international. Oui, tout à fait. Je crois que le problème, c'est qu'une entreprise qui part à l'étranger, elle ne sait pas à qui s'adresser. Donc, nous, la première démarche que l'on fait, c'est avec les chambres de commerce françaises à l'étranger qui apportent effectivement la connaissance du terrain qu'elles ont et donc leur offrent un certain nombre de contacts locaux. Et puis, bien sûr, il y a toute la panoplie des autres qui interviennent sur ce volet-là. Puis, c'est également la démarche qui doit être faite, c'est de trouver, je vais dire, le bon représentant ou le bon interlocuteur local. Parce que c'est à la fois le contact client qu'il faut avoir et c'est le contact représentant aussi qu'il faut avoir. Donc, c'est les deux volets sur lesquels on travaille. Bon, une longue interview que vous avez faite à la lettre confidentielle du MOSI cette semaine. Comment sentez-vous la conjoncture pour les entreprises franciliennes exportatrices? Quelles sont les remontées que vous avez? Écoutez, elle est excellente. On vient de faire une enquête où on n'a jamais trouvé une situation conjoncturelle comme celle-là depuis 2009. Je crois qu'il faut le signaler. L'enquête de conjoncture qu'on fait à la fois au niveau national et international montre qu'il y a un changement, il y a un optimisme important. Le seul problème qui se pose pour les entreprises maintenant, c'est le recrutement. C'est le recrutement de personnes qualifiées, notamment à l'international, pour faire suivre ce développement. Alors, très bien. Merci à vous, donc Jean-Claude Carpellès. Nous allons donc maintenant remettre le prix de l'exportateur francilien de l'année. Et vous le voyez qui s'affiche, c'est la société Interlude. Voilà. Et Gabriel Écoutin qui vient me rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes basé à Versailles. Ravi de faire votre connaissance. Donc Interlude. Il est venu avec les pièces, donc il expliquera ça beaucoup mieux que moi. Ils font des jeux simples, rapides, courts, d'ambiance, des jeux coopératifs aussi. Et vous avez une belle histoire aujourd'hui à l'exportation. Voilà, je vous passe la parole. Si vous voulez nous en parler un petit peu, comment on fait pour concevoir, vous qui êtes rédacteur, donc vous concevez, vous développez, vous expliquez, etc., les modes d'emploi de ces jeux qu'après vous exportez. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter comme belle histoire à propos d'Interlude? Prenez le micro. Bonsoir à tous. Oui, alors merci, ça fait très plaisir. Nous, chez Interlude Cocktail Games, vous pouvez dire Interlude ou Cocktail Games, c'est la même chose. Ce qu'on fait, c'est des jeux de société. Alors, vous connaissez tous, j'en suis sûr, le Monopoly. Là, on est vraiment sur la nouvelle génération. Depuis le début des années 2000, il y a des choses plus drôles, plus courtes, plus originales qui existent. Vous connaissez certainement Jungle Speed ou les Loups-Garous peut-être. Voilà, on s'inscrit plutôt dans cette dynamique.
On fait des jeux coopératifs. Là, voilà, j'ai pris ça à Nabi pour vous montrer. Ça veut dire que les joueurs sont tous dans la même équipe. Ils peuvent soit gagner ensemble, soit perdre ensemble. Ça fait des sensations de jeu assez nouvelles et très intéressantes. Ça tient dans la poche, ça vaut combien? Ça vaut 11 €. Ah oui, et effectivement, c'est très bon marché. Oui. On appelle ça entre nous effectivement les jeux de poche. Ouais. Alors ça veut tout dire. Vous les faites à l'étranger, il faut le dire, parce qu'effectivement, difficile de produire ça en France. Ce serait tellement beau si vous arriviez à les produire en France. C'est difficile dans le jeu. C'est difficile, alors surtout que notre marque de fabrique, c'est des boîtes en métal. Du coup, c'est forcément en Chine. Et on arrive quand même à fabriquer en Pologne pour notre gamme carton, enfin une partie de notre gamme carton. Voilà. J'ai pris ici, par exemple, Imagine, qui marche extrêmement bien à l'export. On a réussi à trouver des partenaires dans la plupart des pays frontaliers, en tête la Belgique et puis ensuite la Pologne par exemple. Parce qu'en fait, vous réexportez après, vous remettez tout ça remis, reconditionné, remis en valeur, etc. Et c'est en cela qu'on est dans une belle histoire d'exportation. Vous arrivez à l'exporter. Donc vous avez cité Belgique, Pologne, c'est pas banal ça. Exactement, la Pologne qui culturellement se découvre vraiment un grand intérêt pour le jeu de société. Et on a trouvé là-bas les bons partenaires, donc on a fait plus 80% juste par rapport à la Pologne, voilà, d'une année sur l'autre. Bon, et alors les prochains pays, les pays que vous prospectez ardemment? En Asie, ça serait bien, et puis ça serait bien de finir le tour complet de l'Europe, si je peux dire. On a réussi à être en Ukraine, par exemple, et ce serait bien de pouvoir dire qu'on est présent dans tous les pays d'Europe, ce serait beau. Et alors, est-ce qu'il y a une passerelle avec le jeu vidéo ou vous proposez quelque chose de tout à fait à part, volontairement décalé de toute cette offre aujourd'hui qu'on peut trouver sur Internet? Alors, c'est lié et pas lié. C'est-à-dire que les gens qui ont 30 ans aujourd'hui, ils ont grandi avec les jeux vidéo. Et donc, ça leur paraît pas bizarre, avec des amis, se mettre à faire des jeux. Voilà, ils savent que ce n'est pas une activité d'enfant et qu'il y a des jeux pour les adultes. Et la force, c'est que ce sera toujours convivial. À côté d'un jeu vidéo, on partage des moments, on est assis à la même table, on peut rigoler, discuter. Donc en vérité, je pense que c'est assez complémentaire des jeux vidéo. Eh bien, très bien. Mon cher Jean-Claude, si vous voulez remettre ce prix, voilà ce magnifique trophée à Gabriel, interlude à Versailles. Un petit mot. Et on vous offre en même temps 2 jours à la transition digitale que la Chambre de commerce de Versailles vous apportera, si vous allez le voir, pour travailler avec vous à cette évolution. Eh bien, bravo, le message est passé. Là aussi, si vous voulez vous rapprocher, Jean-Claude, Gabriel, pour donc la photo. Voilà. Merci, monsieur le photographe. Merci à vous, Gabriel, et bonne continuation. Après le prix exportateur francilien, nous allons nous intéresser aux meilleurs communicants. Là aussi, vous verrez qu'il y a une société qui n'est pas banale. Là aussi, je me répète, je le disais, des femmes, des hommes, des entreprises, mais aussi des produits et aussi des communications. Souvenez-vous, en début de cérémonie, aujourd'hui, la communication est le nerf de la guerre, y compris lorsque l'on veut exporter. Pour remettre ce prix de la meilleure communication à l'export, je me tourne vers l'entreprise DSV avec David Portier. Venez me rejoindre, David. Voilà, bonsoir. Vous êtes le directeur France de chez DSV Road. Un petit mot sur DSV Road. On vous voit bien là en tant que, évidemment en tant que partenaire. Un petit mot, spécialisation sur l'air. Alors, sur DSV, la mer. donc société danoise, Oui. créée en 1976, Oui. présent sur les 5 continents, 45 000 personnes dans le monde, réseau intégré et 12 milliards de chiffre d'affaires. Et donc, on couvre les différents métiers du transport et de la logistique, que sont l'RNC, le road, donc transport routier national et international, et également solutions, donc toute la partie logistique, entreposage et solutions logistiques dédiées. Alors, air, mer, route, solutions. J'ai vu d'ailleurs, vous avez un nouveau siège social en France, je crois, non? Alors, il est quasiment fini. C'est ça. On l'inaugure très prochainement à Gennevilliers. Donc, ce sera le vaisseau amiral du groupe en France, avec donc à la fois le siège de DSV France et également l'agence Île-de-France pour nos activités road. Eh bien, vous êtes un excellent communicant. D'où
D'où le fait de vous avoir fait monter ici pour remettre le prix du meilleur communicant à l'export, en quelque sorte. Nous allons détailler avec le lauréat quelle est sa stratégie de communiquer à l'exportation. Nous allons donc récompenser l'entreprise Le Slip Français et son dynamique président Guillaume Gibaud. Guillaume Gibaud, bonsoir monsieur. Bonsoir, ravi de faire votre connaissance pour une entreprise dont on entend beaucoup parler. Je sais que vous êtes souvent récompensé aujourd'hui parce que vous arrivez à produire donc, des sous-vêtements, des slips, mais pas seulement, hein, toute une gamme qui est 100% faite en France. Vous nous le confirmez. Parce que souvent, il y a des entreprises françaises, vous savez, c'est conçu, c'est designé, mais ce n'est pas forcément fait en France. Vous êtes aujourd'hui dans une logique 100% fabriquée en France dans le textile. Exactement. Bonsoir à tous. Je suis ravi de recevoir ce prix. Effectivement, on fabrique tous nos produits en France et on va en vendre 300 000 cette année. Donc c'est pas rien. On est en train de devenir un des premiers fabricants textiles en France pour se rendre compte quand même qu'il y a un vrai sujet sur la fabrication textile. On est aujourd'hui 57 personnes. On va faire, j'espère, 13 millions d'euros de chiffre d'affaires et 70% sur Internet. L'idée, c'est de fabriquer en France, donc 3 fois plus cher que si on fabriquait ailleurs dans le monde, mais de vendre par contre directement sur notre site web. Et on est récompensé aujourd'hui, je crois, pour une campagne justement digitale qu'on a tenté aux États-Unis sur Kickstarter. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Kickstarter, qui est une plateforme de crowdfunding, donc justement ce financement participatif dont on entend pas mal parler. On a une idée un peu décalée. On a imaginé un mannequin en plastique qu'il fallait emmener des France jusqu'aux États-Unis parce qu'il était évidemment tombé amoureux d'un beau mannequin en plastique américain. Il s'appelle Léo, elle s'appelait Cheryl, une histoire d'amour improbable de 2 mannequins en plastique. Et il fallait que les gens participent sur la plateforme sur Kickstarter pour emmener le mannequin en plastique français rejoindre son amour aux États-Unis et vivre le grand amour. Et on a collecté 45 000 $ quand même sur cette plateforme avec cette belle histoire. Donc c'était quand même un bon coup beaucoup de pub en France et évidemment aux États-Unis pour démarrer. Est-ce que c'est facile de communiquer sur du Made in France dans un secteur qui est aujourd'hui sinistré, mais vous êtes en train de remonter la pente, comme le textile? Comment on fait pour à l'international arriver à défendre du textile 100% fait en France? La marque France a un attrait formidable. Hein. Je pense que tout le monde le connaît ici, mais on fait rêver partout dans le monde. On ne s'en rend pas forcément compte. Ici, on fume des cigarettes et on n'est jamais content, mais en vrai, la France a quand même un attrait formidable à l'étranger, donc il faut en jouer. Et le Made in France, l'artisanat, le savoir-faire, c'est quelque chose que les gens recherchent. Les Américains, les Japonais, les Coréens, c'est vraiment quelque chose qui valorise beaucoup. Donc à nous de bien le raconter, de le moderniser, parce que l'idée, c'est de pas non plus rester dans un modèle qui serait celui des années 50, donc on ne ferait pas évoluer. Donc l'idée, c'est de le jouer sur Facebook, sur Instagram, et de réinventer ça avec les outils d'aujourd'hui pour arriver à faire le lien. Et je pense inventer un nouveau modèle de production parce que je pense que c'est l'air du temps, comme dans le bio, dans l'alimentation, dans le textile, les gens se posent de plus en plus la question où sont fabriqués les produits et pourquoi. Et la vraie question aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on peut acheter un t-shirt à 5 € chez H&M? Parce qu'il a été acheté 20 centimes à l'autre bout du monde. Donc voilà, c'est une parfois dans des conditions en plus pas toujours reluisantes. Ouais. Alors, vous citiez une marque, mais il y en a d'autres bien évidemment, mais on ne va pas faire leur procès ce soir. Ça veut dire que vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux. Et comment vous communiquez sur le Japon ou sur les États-Unis avec une touche Frenchy où vous essayez de rester quand même dans quelque chose qui est perceptible par chacun de ces pays sur Internet? Effectivement, c'est tout l'enjeu. Alors là, on a fait un premier coup aux États-Unis, mais c'est vrai que c'est difficile d'arriver à adapter ce savoir-faire français, cette image qui est peut-être un peu déjà vu, je dirais, et arriver à amener de la modernité là-dedans et l'adapter à chaque pays. Donc ça va être l'enjeu pour nous pour la suite. Aujourd'hui, on grandit vite, mais on fait seulement 15% de notre chiffre à l'export. Donc ça ouvre la voie, en tout cas, à une manière de faire plus qu'un vrai encore succès commercial, même si c'est déjà 1,5 million d'euros pour nous cette année à l'export. Mais c'est vrai que ça montre la façon dont on veut faire la suite. Mais alors, 10-15%, là on voit 10, vous nous dites 15, donc quand même en progression. Mais enfin, effectivement, ça reste encore secondaire. Mais il va falloir un peu changer de braquet, si je puis dire. Si vous voulez vraiment arriver à 30, 40, 50 à l'exportation, il va falloir peut-être des magasins, il va falloir une présence, tout ça coûte très très cher et pas facile de faire des marges quand on est dans le textile en Made in France. Oui, bien sûr. Nous, la priorité pour l'instant, c'était vraiment d'arriver à prouver le modèle, d'arriver à prouver que oui, on arrive à fabriquer tout en France et être rentable. Donc cette année, je vous le disais, on va faire 13 millions d'euros et on arrive à être rentable après 2 levées de fonds sur la base de ce modèle qui fonctionne. L'idée, c'est d'aller
sûrement soit repartir sur une levée de fonds ou d'aller s'associer avec un partenaire qui pourrait être, pour citer des noms, mais à qui j'en ai pas encore parlé, mais des gens comme Lacoste, voilà, des gens qui ont une présence importante à l'étranger pour aller pouvoir se projeter et aller chercher des marchés avec des moyens, parce qu'évidemment, l'export, ça coûte cher. Et c'est vrai que le premier conseil que beaucoup d'entrepreneurs me donnent, c'est qu'il faut y aller quand on est armé, quand on a une équipe, des ressources. Et là, on a testé, et je pense que c'est ça le prix qu'on en remet aujourd'hui. C'est une initiative qui teste, un peu moderne et décalée. Et c'est ça qui est sympa, c'est de se dire qu'on peut dupliquer avec plus de moyens et se donner encore plus d'ambition pour la suite. Et alors, les marchés que vous ciblez prioritairement, donc vous avez cité les États-Unis. Quels sont-ils à part les États-Unis? Le Japon et la Corée. Le Japon, c'est assez dingue. Sans avoir jamais rien fait, on a des Japonais qui viennent nous voir et distribuent nos produits dans les grands magasins. Donc il y a vraiment une appétence des Japonais et des Coréens sur les produits français. Et les pays émergents, le Brésil, la Russie, l'Inde, ne pas les oublier, la Chine, parce que on n'a pas bien sûr. parlé de la Je Chine. discutais hier avec les gens de Cash Cash, de Beaumanoir. Hein, c'est une formidable réussite en Asie, pour ceux qui connaissent un peu cette boîte-là. Donc je pense qu'il y a plein d'opportunités. Après, je pense qu'il faut y aller pays par pays, avoir une stratégie vraiment dédiée et se construire de façon très entrepreneur, c'est-à-dire construire pas à pas les choses qui marchent. Bon, très bien. Venez donc parmi nous avec David qui va vous remettre ce prix. David, voilà donc le prix donc, de la part de DSV, les photos DSV et le slip français pour l'éternité. Merci. Non, ça va aller, merci. Ça va aller. Non, ça va aller, merci. Alors, qu'est-ce que vous lui avez offert? Une casquette? Il m'a dit qu'il y avait un slip à l'intérieur, mais je une ne le montre pas casquette, tout de suite. d'accord. Mais vous faites des casquettes, vous, ou pas? On va en parler du coup. Voilà, ils vont en parler. Merci à tous les deux donc, pour ce prix de la meilleure communication à l'export. On les applaudit de nouveau, effectivement. Je pense qu'ils le méritent. Et vous avez vu la fougue et le pouvoir de persuasion de Guillaume Gibault. Nous allons remettre mon Dieu, comme le temps passe, la dernière des prix, la dernière des catégories ce soir, le dernier des lauréats pour le prix Entreprise Région du Monde, donc une entreprise qui a une croissance soutenue dans une des grandes régions du monde, que ce soit l'Asie du Sud-Est, l'Europe, l'Amérique. Et pour ce faire, j'appelle deux personnes. J'appelle Catherine Hédoux du Crédit Agricole, responsable pôle international PME ETI chez CACIB, donc la banque d'affaires du Crédit Agricole. Bonsoir madame. Et puis je crois que vous êtes venu avec Frédéric Adam. Bonsoir. Directeur du commerce international chez LCL, donc l'ex-Crédit Lyonnais chez LCL, qui est évidemment une des enseignes du groupe. Nous allons démarrer avec vous, ma chère Catherine. Question un peu ouverte. Que fait le Crédit Agricole aujourd'hui pour accompagner les grosses PME, les ETI, les PME dynamiques à l'international? Oui, alors j'allais dire toutes les PME, pas que les grosses, et les ETI également. Donc le groupe Crédit Agricole dont fait partie effectivement LCL, c'est le premier réseau bancaire en France avec un fort maillage territorial. En fait, le Crédit Agricole en tant que groupe est banquier de près d'une entreprise sur deux. Il y a 900 chargés d'affaires entreprises sur tout le territoire, ainsi que 500 experts de l'international, là aussi sur tout le territoire. Donc une forte proximité. Mais le groupe Crédit Agricole, c'est aussi une implantation dans 50 pays dans le monde, sur les 5 continents. Ça, c'est peut-être moins connu. Et la capacité d'accompagner notre clientèle sur 90 pays, à la fois avec notre réseau propre, mais aussi des réseaux de banques partenaires. Alors, pour ce faire, nous avons des équipes dédiées à l'étranger. Ce sont des équipes biculturelles qui sont réparties donc à travers le monde et qui sont là pour prodiguer des conseils à nos clients et les aider sur tous les aspects bancaires, donc les ouvertures de comptes, la gestion de flux, donc cash management, les financements, etc. Et ces équipes sont aussi en synergie avec tous les grands acteurs du commerce international donc, que vous avez ici. Bien sûr, nous travaillons avec BPI France sur notamment des cofinancements. Et nous travaillons aussi avec les chambres de commerce, avec Business France, avec les acteurs de l'OSCI comme Altios International, etc. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir offrir à nos clients un accompagnement sur mesure complet.
Alors, je me tourne vers vous, Frédéric Adam, sans dévoiler l'identité, bien évidemment, de l'entreprise, mais quel est un peu le profil de l'entreprise que vous allez distinguer et pour quelles raisons? Et qu'est-ce qui fait que ce sont ces entreprises qui vous intéressent et que vous pouvez plus particulièrement accompagner à l'international? Catherine a parlé des ETI, hein, c'est clair que ça fait partie de la stratégie du groupe agricole et d'LCL. Alors l'entreprise, on ne va pas dévoiler le nom, c'est une entreprise qui a été créée il y a une 50aine d'années en Alsace. Oui. Qui est donc le leader mondial dans sa spécialité. Alors, c'est les équipements en fait, pour la boulangerie industrielle. Aujourd'hui, c'est quasiment 90, voire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans ce que je retiens, moi, dans cette histoire familiale, et puis désormais qui appartient à la galaxie Wendel depuis quelques années, c'est un double défi qu'a dû relever cette société, c'est-à-dire à la fois une diversification géographique, parce que ces marchés historiques étaient soumis à des baisses de volume, mais aussi une concurrence sur les prix. Et donc d'aller à l'international, c'était une nécessité. Et puis aussi une diversification de produits, parce qu'ils ont élargi leur gamme il y a quelques années. Et c'était là aussi nécessaire. Et donc un double défi à relever, c'était pas simple. Et puis sur l'international, quand même, des pays, il faut souligner notamment l'Afrique, qui est quand même une zone, même s'ils sont dans plus de 60 pays, enfin même un peu plus. Mais c'est vrai que sur l'Afrique, dernièrement, avec une très belle unité de production qui a été inaugurée au Mozambique. Voilà, il a déjà tout dit, ou presque, mais il n'a pas révélé l'identité. Merci, mon cher Frédéric. Le vainqueur, il se reconnaîtra, bien évidemment, et tous ceux qui suivent l'actualité économique aussi, c'est la société Mécaterm, bravo, basée en Alsace, et son président Olivier Sergent. Bonsoir Olivier. Venez nous rejoindre, bonsoir. Prenez un micro. Donc Mécaterm, c'est une très très belle entreprise, une très très belle ETI qui fait donc de l'installation de chaînes, de fours, etc., de boulangerie industrielle, entreprise basée en Alsace. Absolument, oui, mais presque tout a été dit déjà. Je voulais juste dire, je suis très très content au nom de Mécaterm de recevoir ce prix. La boulangerie industrielle en France, ça ne fait pas beaucoup rêver. On prend plutôt des pierres que des prix. Donc je suis très content de recevoir. Et c'est amusant parce qu'il y a des pays où c'est tout à fait le contraire. On a un client en Inde qui a fait sa publicité uniquement sur le fait que son produit n'a jamais été vu par un artisan. C'est purement industriel. Donc ça veut dire que c'est propre, que c'est pas cher, que c'est sain, etc. Donc c'est assez amusant de voir. Surtout que ce sont des fours essentiellement pour des pains français, pour des baguettes. Alors en l'occurrence en Inde c'est pour de la biscotte, mais c'est amusant de voir le paradoxe entre la France où l'industrie de la boulangerie n'est pas très bien vue et l'Inde où ça devient au contraire un vecteur promotionnel. Mais d'une façon générale, c'est d'abord pour du pain français. Alors particulièrement l'histoire de Mécaterm, c'est la baguette et c'est pour ça, et merci de l'avoir souligné, qu'on est naturellement assez tourné vers l'Afrique, puisque tous les pays africains qui parlent français, qui parlent portugais ou qui parlent espagnol ont une culture latine. Et dans la culture latine, il y a le pain français, alors la baguette sous différentes formes, mais ce sont des pays qui effectivement apprécient nos produits. Alors l'entreprise région du monde, la région du monde c'est l'Afrique, et là vous êtes en plein développement sur le continent noir. Je me souviens d'une animation pour Business France sur l'Algérie, où vous étiez présent, et comme quoi on pouvait aussi vendre des solutions clés en main en Algérie. L'Afrique est aujourd'hui une de vos grandes priorités parce que ce sont des centres urbains qui explosent et qui ont besoin de s'équiper en boulangerie industrielle. Absolument. Des villes de plusieurs millions d'habitants ont tout simplement un problème d'approvisionnement en pain. Faire du pain, c'est difficile. Les artisans ne suffisent pas à produire la quantité suffisante de pain pour nourrir tout le monde. Donc il y a besoin de solutions industrielles pour y répondre. L'Algérie est le premier consommateur de baguettes au monde, donc c'est un marché naturel, mais on retrouve les mêmes problématiques dans un certain nombre de grands pôles urbains en Afrique. Alors vous visez Abidjan, vous visez Lagos, vous visez Nairobi, enfin toutes ces villes qui explosent? Oui, alors on est présent à Kinshasa, on est présent à Malabo, on est présent à Maputo, on va en parler on va être en Tanzanie, en Angola, Sénégal, Algérie, donc et il y a beaucoup de pays qui sont en train de s'ouvrir, effectivement. Alors, vous l'avez mentionné, cher monsieur, il y a le Mozambique, où c'est un très très gros investissement, un des plus gros investissements français que vous faites dans un pays pauvre, mais qui est très très prometteur, qui a de nombreuses ressources, notamment pétrolières. Alors, racontez-nous comment vous êtes intéressé au Mozambique, je crois d'ailleurs avec le soutien de BPI France, voilà, qui ravira Pedro Novo. Oui, alors
je veux rendre hommage quand même à mon sponsor, mais on travaille aussi avec BPI France. En l'occurrence, c'était le premier financement d'un crédit à l'exportation, d'un crédit vendeur. Donc c'était une belle opération, mais on travaille historiquement également Bien sûr. avec notre sponsor. Il est évident que pour nous c'est du bien d'investissement. Hein. Une ligne de boulangerie industrielle, c'est une ligne qui fait 200 mètres de long, 8 mètres de haut, donc c'est vraiment de l'investissement lourd. Le fait d'arriver avec une bonne solution technique, mais une solution de financement et une solution de formation, ça nous permet évidemment d'avoir un vrai avantage concurrentiel. Alors, un petit mot, tiens, est-ce que vous voulez nous dire un petit mot à nouveau, Catherine, Frédéric, à travers cette très très belle histoire, comment effectivement on arrive à monter des packages, hein, tous ensemble en quelque sorte, pour l'exportation, le Mozambique, comme ça, hein, ça paraît un pays fort exotique et pas évident pour s'y installer. Encore une fois, c'est un des plus gros investissements français de l'année. Hein. Oui, et puis ce qui est très intéressant, excusez-moi juste sur ce point, le Mozambique est un des pays les plus pauvres de la planète. Et c'est intéressant de voir qu'un pays comme ça peut s'offrir un investissement de 40 millions de dollars, puisqu'en l'occurrence, ce n'était pas la partie pour Mécaterm. Mais et si ça marche au Mozambique, si le succès, on a inauguré il y a 15 jours avec le président de la République du Mozambique, si le succès est avéré, ça ouvre évidemment la porte à un très très grand nombre de pays. Bon, c'est vrai que sur l'Afrique, il faut quand même rappeler que la plupart des banques françaises se sont quand même un peu retirées de ce continent. Donc c'est vrai que ça n'a pas forcément aidé les entreprises françaises à se développer sur ce continent. Après, c'est vrai qu'on regarde évidemment toutes les solutions possibles imaginables avec des banques partenaires, mais également, il ne faut pas oublier, avec des assureurs crédits qui peuvent être soit français, soit internationaux, parce qu'ils nous trouvent aussi des solutions. Donc, certes, parfois, ils peuvent être concurrents des banques, mais on arrive aussi à trouver des solutions avec des assureurs crédits, c'est important de le souligner. Eh bien, parfait. Donc, merci à vous. On les applaudit chaudement. Donc, Mécaterm et Olivier Sergent, si vous voulez vous rapprocher pour la photo. Voilà, tous les trois, là aussi pour l'éternité, Crédit Agricole, LCL et donc Mécaterm. Voilà. Ah oui, exact. En fait, ce sont les intervenants qui vont le remettre. Alors, ils étaient tellement... Voilà, avant la photo, quand même, il y a le vin. Voilà. Et alors, pardon, oui, la période des fêtes arrive et donc le groupe Crédit Agricole est aussi propriétaire de vignobles. Donc on a le plaisir de vous remettre ce coffret de nos vins. Donc ça s'appelle CA Grand Cru et puis on vous en livrera d'autres à domicile. Voilà. Un immense merci. J'en ferai bon usage. Alors des vins du Bordelais, de Bourgogne, du Languedoc, hein. Un peu partout, effectivement. Un peu partout là où donc... Surtout Bordeaux et Bourgogne, eh bien, bonne dégustation. Merci à tous les trois. On les applaudit à nouveau chaudement. Olivier Sergent, comme nous allons applaudir l'ensemble des intervenants, les 8 catégories qui ont été récompensées ce soir. Je crois d'ailleurs que sera prévu dans quelques minutes une photo familiale en quelque sorte avec l'ensemble des intervenants et des remettants. Mais je vais tout de suite passer la parole à Alexandra Dublanche qui vient de nous rejoindre. Parfait, madame, pour le timing. Venez vous installer si vous voulez bien. Bonsoir, vous êtes la vice-présidente de la région Île-de-France en charge du développement économique, mais aussi de l'agriculture et de la ruralité. Et nous sommes fort heureux de vous accueillir ce soir en les lieux merveilleux de la CCI Paris-Île-de-France. Bien, je vous remercie. Je suis très heureuse d'être là également. Monsieur le vice-président de la CCI des Hauts-de-Seine, monsieur Carpelles, monsieur le président du MOSI, monsieur Lalu, mesdames et messieurs. Donc, au nom de la région Île-de-France, je suis très heureuse de représenter ce soir Valérie Pécresse. Et je suis vraiment ravie d'être ici pour le 9e palmarès, mais aussi des PME et des ETI leaders à l'international. Alors, je n'ai pas pu être là pour les présentations, mais j'en connais quelques-unes des entreprises. Féliciter tous les lauréats de ce soir, Technogéniar, Cancil, Adrenaline Hunter, Lim France, Provefarm, le Slip français, Mécaterm et enfin Interlude. Vous incarnez tous brillamment la réussite des PME françaises. Je souhaite aussi en profiter pour saluer la qualité des relations que nous entretenons avec la CCI depuis notre arrivée aux responsabilités avec Valérie Pécresse et redire la confiance que nous avons dans votre travail de terrain pour accompagner les entreprises de notre territoire. Cet accompagnement prend naturellement tout son sens auprès des PME qui s'orientent à l'export. Pénétrer les marchés internationaux est un immense défi qui se prépare avec sérieux.
Et l'aide de tous les acteurs de la chaîne est indispensable pour réussir à faire de l'export un gisement de croissance et non un gouffre sans fond. Ce sujet, la région nous tient à cœur avec la présidente, car nous avons fait de la croissance des entreprises en France, mais aussi à l'international, une véritable priorité depuis le début de la mandature. C'est pourquoi nous avons fait le choix que la grande majorité des aides régionales aux entreprises puissent être mobilisées pour ce développement à l'international des PME et des TPE franciliennes plus particulièrement. Et donc c'est le cas par exemple de la gamme Up que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Je sais qu'il y a quelques lauréats dans la salle. Par exemple, nous avons remodé toutes les aides aux entreprises en 4 grands blocs, TP-Up, PM-Up, Back-Up et Innov-Up, pour rendre ça plus lisible, puisqu'on sait que c'est une demande. Et toutes ces aides, il y a une possibilité de financer un développement à l'international. Par exemple, TP-Up, qui est destiné aux entreprises de moins de 10 salariés, 50% des dépenses de cette aide sont éligibles pour le développement à l'international de l'entreprise. Même chose pour PM-Up, pour les PME, là aussi, 50% des dépenses sont éligibles pour ce développement à l'international de l'entreprise. Et voilà, je le disais tout à l'heure, je sais qu'il y a certains lauréats de ce soir qui ont bénéficié justement de ce dispositif PME. Je tiens particulièrement à les saluer, Arc-en-Ciel et le slip français, que décidément je ne quitte pas, ce qu'on s'est vu aussi au salon Made in France. Et aussi, plus largement, de nombreuses entreprises qui ont été nominées ce soir, Nailmatic et Amorino dans la catégorie exportateur francilien de l'année, Actility et De Vialet dans la catégorie produits export de l'année, et enfin Doctolib dans la catégorie Jeune Pousse globale de l'année. Parallèlement à ces aides Up, nous soutenons aussi le dispositif pré-croissance pour les entreprises de plus de 3 ans et moins de 50 salariés. Et ça permet de financer également des investissements matériels et immatériels d'un projet de développement sans garantie ni caution personnelle. Et enfin, j'en profite parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être intéressées par ces aides dans la salle, qui ne sont pas toujours assez connues. Donc je profite de cette occasion pour vous les présenter. Le Fonds régional de garantie, qui est aussi une aide de la région, qui facilite l'octroi de prêts bancaires pour les PME en partageant une part de risque avec la banque. Et ce prêt peut être octroyé, peut être co-garanti jusqu'à 70%. Et ces 2 dispositifs permettent aussi de faciliter le financement de projets internationaux. Je peux aussi vous parler de Valérie Pécresse, qui depuis qu'elle est arrivée à la tête de la région, emmène avec elle régulièrement des entreprises à l'international pour les aider, pour faire ce lien peut-être avec aussi les pouvoirs locaux et les organisations locales. J'étais partie par exemple aux États-Unis, mais elle est allée un peu partout, en Corée, à Singapour, etc., pour aider aussi nos entreprises à avoir ce lien et ce réseau parfois qu'elles n'ont pas toujours. Je voudrais aussi vous dire quelques mots de Paris Région Expertise, qui a été lancé cette année et qui a pour vocation de mobiliser l'expertise francilienne et de la projeter à l'international. PRX a été construit comme un guichet qui mobilise une gamme de compétences franciliennes pour les zones de coopération décentralisées. Pour les entreprises, il s'agit d'un appui pour la prospection à l'étranger et une facilitation d'accès à certains marchés cibles. Je ne vais pas tous vous les citer, mais notamment en Afrique, mais également l'Arménie, la Chine, le Vietnam, la Corée du Sud, les États-Unis, l'Inde, Israël et j'en passe. Mais au-delà des aides au coup par coup aux entreprises, nous avons aussi voulu entièrement rebâtir le schéma d'internationalisation des entreprises pour le rendre plus lisible. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de faire sur toute notre politique de développement économique, de rendre tout cela plus lisible, plus facile pour les entreprises et de nous adapter beaucoup plus au rythme de l'entreprise, alors qu'avant, c'était plutôt l'inverse. C'était l'entreprise qui devait s'adapter au rythme de l'administration, ce qui n'est pas toujours simple. Et donc la stratégie leader qu'on a lancée l'année dernière pour la croissance, l'emploi et l'innovation, donc un nouveau schéma régional sur le développement économique, il prévoit de déployer dès 2018 un nouveau plan régional d'internationalisation des entreprises dans un cadre plus lisible, rationalisé et mieux adapté aux cibles. L'objectif, quel est-il? C'est de proposer des solutions opérationnelles sur les enjeux identifiés dans notre stratégie régionale à l'issue d'une concertation qui a mobilisé les opérateurs d'offres d'export et les entreprises. Et donc, en début d'année prochaine, nous allons piloter une série de concertations autour de 4 propositions d'action sur ce schéma d'internationalisation des entreprises. La première, je le répète, mais c'est vraiment important pour nous et pour les acteurs, je le pense, simplifier. Il faut simplifier les démarches d'internationalisation des entreprises franciliennes sur 2 axes. Le premier, l'accès au financement pour soutenir leur croissance, donc les aides de la région, mais aussi de l'État. Et d'autre part, la constitution d'un guichet unique de l'export en Île-de-France, sur quoi nous travaillons. Deuxième axe, c'est consolider
C'est-à-dire qu'il faut qu'on vous savez que la région a maintenant la compétence développement économique, et donc notre rôle est de coordonner tous les acteurs, et donc là, dans ce cas précis de l'internationalisation, de formaliser une offre collective, une solution pour exporter, en s'inspirant par exemple de Paris Région Expertise dont je viens de parler, et du modèle de l'exportation collaborative qui est fondé sur la chasse en meute et la co-exportation. Et une réflexion doit aussi s'engager sur le rôle des incubateurs et accélérateurs franciliens pour favoriser ce développement des startups à l'international. Le troisième axe, c'est innover, qui est aussi une part importante de nos stratégies de développement économique. On a beaucoup de dispositifs sur l'innovation. Donc, expérimenter des nouvelles démarches d'exportation. Il y a de nouveaux outils qu'on peut développer, par exemple les places de marché virtuelles, les accélérateurs export, les plateformes de communautés d'entreprises et d'experts. Et enfin, le dernier axe de ce schéma d'internationalisation, c'est promouvoir. On doit porter le développement du tourisme d'affaires en Île-de-France par le soutien à la promotion des salons franciliens en France et à l'étranger. Et donc, dans toutes ces réflexions, bien sûr, on fait ça main dans la main avec la CCI et son expertise. Et dès début 2018, la CCI va être invitée à participer à ces concertations qui seront menées dans le cadre du nouveau plan régional d'internationalisation des entreprises. Et nous comptons bien sûr sur votre participation active au futur groupe de travail. Votre rôle a été clairement défini dans notre schéma régional de développement économique dans la chaîne des valeurs de l'internationalisation des entreprises en Île-de-France. Et donc, comme nous l'avons écrit dans cette stratégie, la CCI Île-de-France joue un rôle prépondérant, notamment dans la détection, la sensibilisation et le conseil auprès d'entreprises franciliennes qui souhaitent se développer à l'international. Elle participe en plus à la structuration de leur stratégie à l'international et prépare en amont leur mission de développement à l'international. Donc vous l'avez compris, le soutien à l'export et l'internationalisation est au cœur de nos priorités dans les mois à venir avec Valérie Pécresse. Je serais d'ailleurs heureuse que le MOSI puisse faire une publication peut-être lors du déploiement du nouveau PRIE, le plan régional d'internationalisation des entreprises, au cours du second semestre 2018. On est convaincu que nous devons avancer groupés et sur un même front, et que l'export est une chose trop sérieuse pour que nous ne soyons pas tous mobilisés sur ce sujet, avec une seule idée, bien sûr, aller chercher de la croissance pour favoriser l'emploi des Franciliens, qui est notre première priorité. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci Madame Dublanche d'avoir été donc en notre compagnie pour clôturer cette cérémonie de remise des prix du 9e palmarès du MOSI. Alors, avant que nous ne nous retrouvions dans la magnifique salle des cuivres pour un verre de l'amitié pour le cocktail, eh bien, je vais appeler l'ensemble des entreprises donc, qui sont lauréates ce soir à venir me rejoindre, ainsi que les remettants. Donc, je veux citer Arc-en-Ciel, Adrenaline Hunter, Technogénia, Lim, Provefarm, Interlude, le Steve français et Mecaterm. Maintenant, vous les connaissez toutes. Eh bien, j'aimerais bien qu'elles nous rejoignent ici, voilà, ainsi que les remettants pour les photos finales. Voilà, Madame, venez, Anne, venez nous rejoindre. Voilà. Voilà, madame, vous qui avez reçu le premier prix, installez-vous ici. Voilà, je vais vous laisser. Voilà, sont-ils tous là? Allez, madame au premier, voilà, rapprochez-vous, voilà, qu'on vous voit bien, formidable. Martine, Air France. Bravo, bravo, merci à vous tous. Il faut le faire savoir, tout ceci bien sûr qui va inonder les réseaux sociaux et puis bien évidemment les médias qui ont bien voulu donc être parmi nous ce soir. Merci le MOSI, merci la CCI Paris-Île-de-France pour cette organisation parfaite. Merci à l'ensemble des remettants et puis bien évidemment les lauréats. Allez, on les applaudit une dernière fois si vous voulez bien, chaudement. J'ai eu beaucoup de plaisir d'être en votre compagnie et on se retrouve donc tout à l'heure dans la salle des cuivres. Merci à vous tous.